Voilà. Bien, bonjour à tous, hein, on va commencer. Donc, c'est une soirée qui va être consacrée un peu pour faire un point sur les démarches en cours sur la planification écologique et puis surtout un focus sur le programme que développe FNE à propos des relations entre développement des énergies renouvelables et biodiversité. Donc, qui sera un sujet qui va être développé par Nicolas Richard, qui est vice-président de FNE et qui s'occupe beaucoup de ces problèmes d'énergie et de rapport avec la biodiversité. Je vais commencer par une petite introduction la plus rapide possible, avant l'intervention de Nicolas, sur quels sont, parce que je pense que très peu de personnes ont entendu parler finalement des comités régionaux de l'énergie et de la conférence des parties, qui sont des éléments essentiels pour la planification écologique, qui sont mis en place par le gouvernement actuellement et qui, je pense, sont quand même dans un silence médiatique assez important. Donc, je vais faire une petite présentation pour indiquer un peu ce que font ces deux organismes. Donc, je suis en train de partager mon écran, voilà. Et si je peux me mettre en plein écran, ça serait encore mieux. Ouh, voilà. La conférence des parties, c'est un organisme qui a commencé donc dans les Pays de Loire le 15 mars, sous la présidence de la préfecture puis de la région, de même d'ailleurs que le CRE, enfin le comité régional de l'énergie. Donc essentiellement, c'est l'objectif de ces COP régionales, c'est d'adapter en fait la planification écologique, d'adapter tous les critères de la planification à l'échelle régionale, puisque toutes les politiques de planification écologique qui sont parues l'année dernière et en début d'année sont à l'échelle nationale. Et en fait, il y a un problème d'harmonisation entre l'échelon régional qui a été pris en charge par exemple par les SRADET et l'échelon national. Donc ça, c'est dans l'optique d'avoir une certaine adaptation au territoire. Alors, au niveau de la région Pays de Loire, ça représente à peu près 6% de l'objectif national de réduction des émissions. Donc, dans les réunions de lancement, on a beaucoup de chiffres hein, parce qu'il y a eu une déclinaison des critères, des objectifs nationaux au niveau régional. Mais après, il faut savoir si ces objectifs sont cohérents, enfin, est-ce qu'ils peuvent être vraiment réalisés sur le territoire. Donc, c'est décliné par secteur, industrie, transport, agriculture, etc., etc., pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc là, l'objectif vraiment, c'est la territorialisation de la planification, un enjeu d'intégration, d'harmonisation, d'appropriation au niveau territorial et un enjeu de mobilisation de l'ensemble des collectivités territoriales également. Alors en fait, il y a une feuille de route qui va être mise en place. Normalement, la phase 1, ça a été réalisé le diagnostic régional. Ensuite, il y a eu des travaux en groupe thématique. Donc ça, c'est en cours en fait. Enfin, personnellement, j'ai participé à un groupe thématique sur mieux produire. Ensuite, il y a des consultations complémentaires à l'échelle infrarégionale. Et l'objectif affiché, c'est de produire une feuille de route en juillet prochain. Donc une feuille de route régionale d'un plan d'action. Il y aura une consultation ouverte à tous en ligne prochainement. Alors, les groupes thématiques, il y en avait six. Hein, c'est en fait décliné suivant les thématiques de la planification écologique gouvernementale. Donc, mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver et valoriser nos écosystèmes, mieux produire, euh, mieux, oui, euh, faire moins de déchets, économie circulaire et mieux se nourrir. Donc tous ces groupes font l'objet de groupes de travail. Euh, et
voici enfin, le planning qui est prévu, hein. Donc en avril, il y a eu deux groupes deux journées de groupes de travail. Et on attend cette fameuse feuille de route pour juillet. Ah bon, alors, donc ça, c'était la COP. Pour le comité régional de l'énergie, donc il y a eu une première réunion en octobre 2023. Là-dedans, dans ce comité régional de l'énergie, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des gens, des représentants de l'État, enfin essentiellement la DREAL, la préfecture et l'ADEME. Ensuite, la région, bien sûr. Les collectivités territoriales, donc des conseils départementaux, des représentants des CIDEV, etc., des communes, des EPCI. Le collège 4 sont les entreprises, euh, voilà, parmi lesquelles bah, pas mal de gens, forcément des énergéticiens, hein, enfin, RTE, Enedis, GRT Gaz, GRDF, etc. Et puis le collège 5, c'est la société civile, parmi lesquels il y a quatre membres, donc FNE, donc Nicolas Richard est le représentant de FNE à ce CRE Pays de Loire, hein, soit dit au passage. Moi, je suis suppléant. Euh, UFC que choisir, Récit, donc énergie citoyenne en Pays de Loire, et le Césaire. Voilà. Donc les missions du CROSS, c'est favoriser la concertation sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Donc c'est essentiellement, je dirais, un travail autour des zones d'accélération des énergies renouvelables et également de voir si les objectifs qui étaient fixés dans le SRADET sont cohérents avec ces objectifs régionaux. Euh, donc les zones d'accélération des énergies renouvelables, c'est donc une des choses qui sont proposées par la loi APER, enfin la loi d'accélération des énergies renouvelables. Il y a une consultation qui a été faite au niveau de l'ensemble des EPCI de la région. Et chaque EPCI était censé proposer des zones d'accélération suivant les différentes thématiques enfin, disons, les grandes filières de production d'énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque, méthanisation, etc. Et donc, ces zones d'accélération doivent être cartographiées, elles doivent être remontées et centralisées, et ensuite, on doit déboucher sur des propositions de production, enfin d'évaluation de la production que pourraient représenter ces zones au niveau. Alors, au niveau des Pays de Loire, on n'est pas si mal avancé que ça. Alors théoriquement, le premier délai, c'était décembre 2023, mais en fait, les délais étaient beaucoup trop compressés pour que les régions, enfin que les EPCI puissent répondre à temps, et donc en fait, ça a pris pas mal de retard. Mais nous, on est assez bien passé, et dans la région, il y a d'ailleurs le Maine-et-Loire qui est en pointe, qui quasiment toutes les EPCI ont rendu leur copie sur les zones d'accélération. Alors, donc, ces zones devraient être définies et ensuite, on essaye d'avoir une méthodologie pour traduire ces zones en termes de production. Euh, donc là, il y a un essai de mise en perspective avec le projet de troisième programmation pluriannuelle de l'énergie. On applique un ratio de 6%, qui est le pourcentage de surface de la région par rapport à la France. Et on essaye de décliner ensuite les différents euh, objectifs par grande filière. Donc, à partir des zones d'accélération, on, on voit déjà ce qui est déclaré en tant que production actuellement. Euh, on voit les zones de projet complémentaires et puis de façon plus large, une zone, enfin s'il n'y a pas suffisamment de zones définies, une zone plus large à l'échelle de la commune. Et on fait des contrôles de cohérence, on fait des taux de conversion technique pour les zones de projet, par exemple en termes de mégawatts par hectare et en fonction du facteur de charge également pour l'éolien par exemple. Et on calcule une production.
De même pour la zone large. Et l'ensemble de ça, la production déclarée plus les productions calculées, c'est la production estimée qu'on peut atteindre avec la mise en œuvre de ces zones d'accélération. Alors, bon, il y a des documents beaucoup plus précis que ça dans ce qui nous ont été distribués, avec enfin comment dire, des abacs sur des constantes techniques sur les taux de conversion, par exemple. Et bien sûr, ça c'est la production estimée, mais tout ne sera pas transformé en projet. Il y a enfin, un taux de chute, si je puis dire, entre ce qui est estimé et ce qui sera réalisé d'ici 2030, puisque les projections concernent la 2030. Et donc, il y a une hypothèse haute et une hypothèse basse au niveau de taux de réalisation pour. Et donc là, je vous montre très rapidement, c'est ce qui a été actuellement les ordres de grandeur provisoires qui ont été effectués pour chacune des grandes filières d'énergie renouvelable, donc au niveau de l'éolien, du solaire thermique, géothermie, bois énergie et biométhane. Donc avec les deux dernières colonnes, hein, c'est ce qui est une production estimée avec un taux de réalisation bas et production estimée avec un taux de réalisation haut. Grosso modo, le taux de réalisation bas, bah, c'est 10% de ce qui a été estimé et réalisé effectivement. Et le taux de réalisation haut, c'est 50% en fin de compte. Donc voilà, c'était un tout petit point sur l'état d'avancement de ces travaux. Je pense que c'était quand même important d'avoir une petite information à ce sujet. Et je pense que j'en ai terminé et que je vais pouvoir passer le relais maintenant à Nicolas Richard, qui va nous présenter donc plus sur le terrain de la nécessaire confrontation entre les énergies renouvelables et la biodiversité, comment concilier ces deux termes si elles ont besoin d'être conciliées. Voilà. J'arrête le partage et je te passe la Merci parole. Jean-Claude. Super, merci. Bon, je me présente, je vous vois pas, hein, mais je vous imagine. Je vois Jean-Claude. Oui, Euh, donc, euh, donc moi, je m'appelle Nicolas Richard. Je suis vice-président de France Nature Environnement. Moi, je suis basé à Angers et je suis membre de FNE Anjou. Comme l'a dit Jean-Claude, je suis membre ouais. du Comité régional de l'énergie Pays de Loire. Je suis également au CNTE, un Comité national de la transition écologique, et je suis également membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental, où je représente FNE. Je suis au directoire énergie et au directoire océan, mer et littoraux de FNE, et donc je travaille beaucoup moi, sur ces questions des ENR, d'une part dans l'axe que vient de présenter Jean-Claude, c'est-à-dire comment réussir la partie énergétique de la transition écologique, celle qui doit nous permettre de modérer le réchauffement climatique au maximum. Et puis également sur l'autre aspect qui est très important en ce moment avec le début de territorialisation de la planification écologique, qui est de dire comment on va s'assurer que l'urgence énergétique ne vient pas écraser les questions de biodiversité. Et cette grande vigilance, elle est importante parce qu'on voit bien que ça soit bien fait ou mal fait, on peut en discuter hein, sur les zones d'accélération et sur celles qui sont encore à venir, notamment dans le cadre de la directive RED 3 dont vous avez peut-être entendu parler et qui va se décliner en France d'ici le deuxième semestre. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, l'urgence est un bon prétexte pour faire des lois d'accélération, de simplification en termes à la fois de démocratie et d'études d'impact, ou en tout cas d'études des impacts sur l'environnement. Et donc, il y a un risque vis-à-vis des questions de biodiversité, d'environnement et d'habitat. Or, pour des associations et une grande fédération comme la nôtre, euh, la composante nature, la composante biodiversité, la composante environnement est majeure, elle est structurante, elle est à l'origine généralement de la formation des associations qui sont membres de FNE. Et, euh, et il y a des craintes qui s'expriment dans les territoires sur l'équilibre à trouver entre, d'un côté, le nécessaire développement des ENR et de l'autre, la préservation de la biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou patrimoniale. Hein. Et on reviendra par exemple sur les questions photovoltaïque qui est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps. Euh, donc cette recherche d'équilibre, elle n'est pas simple.
et elle crée des tensions, y compris dans nos structures, parce que, alors peut-être vous, vous êtes Virage Énergie, donc j'imagine que vous êtes des convaincus, très très au courant et alertés sur toutes ces questions-là, mais pour des associations qui auraient un tropisme davantage naturaliste ou agricole, elles vont vite trouver que les enjeux des ENR sont parfois trop importants localement vis-à-vis des sujets qu'ils défendent et que quelque part ça fait des crispations, ça fait des craintes qui peuvent aller jusqu'à ne pas soutenir les ENR que pourtant, globalement, au niveau national, on soutient fortement parce que aujourd'hui, soyons clairs, ne pas soutenir les ENR, c'est soutenir le n'importe quoi du nucléaire et des SMR qui nous est promis par l'exécutif comme la grande solution demain, mais demain, enfin demain tard quand même, hein, parce que dans le meilleur des cas, même si ça fonctionnait, des EPR, il n'y en aura pas avant 2037 et des SMR, il n'y en aura pas avant, peut-être jamais d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de promesses et beaucoup d'argent, mais pour l'instant qui repose sur absolument un château de sable. Mais néanmoins, ces promesses, elles dépendent de l'argent, elles dépensent de l'argent et elles font perdre du temps et un temps qu'on n'a pas. Hein, un temps qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, dire ce que disent certains, hein, et des fois à juste titre, que les éoliennes terrestres, il y a des enjeux sur les chiroptères ou sur les oiseaux et que donc quelque part il faudrait mieux tout mettre sur du PV, eh bien ça crée des craintes sur l'éolien, que l'éolien offshore c'est la même problématique et donc il faudrait voir si on peut pas faire autrement, que le PV en même temps c'est pas la solution miracle parce que ça prend beaucoup de foncier, enfin beaucoup d'espace foncier au sol, donc le PV sur espace naturel ou espace agricole, c'est rédhibitoire. Au final, on en viendrait à défendre uniquement du PV sur surface artificialisée. Or, aujourd'hui, malheureusement, ça risque de ne pas boucler en termes de puissance, hein, donc de ne pas produire assez de puissance hein, par rapport aux besoins de transition, même avec beaucoup de sobriété, ce que l'on défend, hein, et ce que vous défendez aussi, j'imagine. Et puis, ça pose des problèmes en termes de coûts parce que j'étais encore il y a un mois avec le directeur de cabinet de Lescure, le ministre de l'Énergie, qui me disait que du côté de la France, il ne soutiendrait vraiment le PV, le photovoltaïque sur surface artificialisée, que quand il y aurait une filière européenne qui serait installée. Parce que ça coûtera plus cher, mais comme ça coûte plus cher et que ça coûte plus cher de le faire sur artificialisé, ça se verra moins et que ça permet de faire de la souveraineté industrielle en même temps que de la transition énergétique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les deux entreprises françaises qui produisent encore du PV sont en train de fermer et de faire faillite parce que les ports hollandais sont actuellement entièrement à ras les entrepôts de stockage de cellules photovoltaïques venant de Chine qui sont vendues à prix cassé parce que là-bas, le marché s'est effondré. Et donc voilà, donc en fait, on achète du chinois, on fait s'effondrer la filière française et on attend qu'une filière européenne émerge pour le soutenir, l'artificialiser en Europe. Ça n'arrivera jamais, hein, soyons clairs. C'est-à-dire, si on ne crée pas les conditions pour que la filière émerge avant enfin, en mettant en même temps en soutenant, elle va pas se créer toute seule sans garantie de marché derrière. Donc voilà, donc cette problématique, au niveau de FNE, on s'est rendu compte qu'elle posait question et il était nécessaire de structurer davantage ces questions de croisement entre enjeux ENR et enjeux biodiversité. Et donc, on a monté un projet sur 3 ans, 2-3 ans, au sein de FNE, pour essayer d'une part d'améliorer la connaissance des plaidoyers régionaux ou départementaux sur les différents types de NR par rapport aux enjeux de biodiversité, histoire qu'on ait une vision de ce que défendent nos associations sur le terrain et de voir comment le rendre cohérent avec nos plaidoyers régionaux et nationaux. Le plaidoyer national, c'est un mix 100% ENR à l'horizon 2050, hein, une empreinte écologique d'une planète. Hein, c'est quand même ce qui est évidemment la logique écologique de ce vers quoi on doit tendre. En même temps, en faisant un travail basé sur la science, qui est d'objectiver les impacts des différents types de production, et ensuite de voir quelle méthodologie aujourd'hui en termes de planification peut permettre d'avoir suffisamment d'évitement en amont pour, au sens de l'évaluation environnementale, minimiser l'impact de l'ensemble des installations à mettre en œuvre, impact donc à la fois unitaire mais cumulé, induit, donc il faut vraiment avoir une vision d'ensemble, c'est une vision plan-programme. Donc minimiser ces impacts et puis compenser les impacts résiduels, puisqu'il faut bien avoir conscience qu'on ne pourra pas aujourd'hui lancer ce grand plan
d'aménagement du territoire avec des ENR qui, par définition, vont quand même essentiellement s'installer en zone peu dense, donc en zone naturelle intéressante, vu que dans les processus aujourd'hui de négociation, on exclut toutes les zones anthropiques dès qu'il y a des chasseurs, des agriculteurs, des pêcheurs. Donc on se retrouve forcément relégué vers les zones naturalistes intéressantes. Donc pour compenser les impacts, admettre qu'il y aura des impacts, les minimiser et voir comment on peut les compenser, même si vous savez bien que la compensation en biodiversité, c'est un pis-aller, c'est-à-dire que sur le papier, c'est intéressant, mais en termes, c'est de la restauration de milieu et quand ça fonctionne, ça met longtemps à le faire et ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc ça reste un petit peu compliqué à mettre en œuvre. J'ai une petite présentation avec des slides, peut-être que je peux vous la montrer rapidement. Je ne vais pas faire trop de slides parce que c'est un peu froid, mais je vais partager mon écran. Il faut que je vois où c'est. Oui, tu peux le partager là. Ouais, c'est bon. Alors, c'est ici. OK, donc on va le mettre un écran. Voilà, et je remonte. Zut. Donc voilà, donc le projet ENR Biodive, il a commencé en juin 2023, donc ça fait presque un an. On travaille ça avec les pilotes des réseaux thématiques. Euh, et c'est en lien directement avec le conseil d'administration. Ah, alors, excusez-moi, le truc, c'est que il y a du bruit peut-être derrière parce que mes enfants qui sont là, je suis tout seul avec mes enfants ce soir. Ils se couchent en même temps, mais comme ils sont petits, ils ont 6 et 8, j'espère qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Donc, ah oui, il faut que j'éteigne la lumière de couloir, donc je m'excuse un instant. Voilà, désolé. Il faut gérer aussi la famille en même temps. Alors, donc, euh, un objectif politique, des ENR, oui, mais pas n'importe où, ni n'importe comment. Avec donc l'objectif d'améliorer les connaissances, les pratiques, les projets pour avoir des bons projets à faible impact et autant que possible des projets citoyens en lien avec les collectivités. Donc en 4 axes, un axe plaidoyer pour renforcer la prise en compte de la biodive dans les projets, et ce qui est déjà pas une mince affaire au niveau national aujourd'hui et au niveau des porteurs de projets, ça reste important. Une montée en compétences des associations sur les enjeux croisés énergie et biodive, la construction d'une stratégie juridique fédérale pour produire une action contentieuse efficace, reproductible, communicable. C'est important. Vous savez qu'au sein de FNE, l'aspect juridique est un aspect fort. Nous, notre façon de travailler, vous le savez, c'est d'être à la fois très participatif dans toutes les instances de concertation, nationale, régionale, départementale, locale, mais en même temps, on fait du plaidoyer national pour chercher à faire évoluer le droit dans le bon sens pour nous, mais au moins de faire appliquer l'état de droit. Donc nous, on fait du contentieux, pas plus que d'autres, on en fait un peu, mais par contre, surtout, nous, on fait du contentieux qu'on gagne. La FNE, la grande particularité, c'est que près de 83% des contentieux que l'on mène, tout confondu, hein, donc jusque tribunal administratif, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, on le gagne à 83%. C'est énorme. Ça veut dire qu'on est reconnu comme une asso qui fait appliquer l'état de droit. Ce n'est pas du recours abusif, et ça permet de rappeler qu'il y a aujourd'hui dans le droit un certain nombre de choses à prendre en compte pour la protection de l'environnement, y compris les questions de démocratie environnementale qui sont très importantes pour nous, c'est-à-dire tous les moments de concertation qui doivent être assurés autour des projets, des plans, programmes, en lien avec la Convention d'Aarhus. Et donc, vous connaissez la Charte de l'environnement et son article 7, qui est adossé à la Constitution, qui rappelle que tout citoyen doit pouvoir contribuer aux projets ayant un impact sur l'environnement. Voilà. Et Nicolas, donc, oui, on me demande, enfin, tu es toujours sur la diapo 3? oui, 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 point oui, ah, 3, d'accord. et donc voilà. Et Ok. point 4, exemplarité de FNE et de son mouvement pour être légitime et booster les bons projets. Et donc c'est important effectivement qu'on ait, grâce à ce projet, une voix commune qui dise la même chose à tous les niveaux, tous les échelons territoriaux, pour pas qu'on perde en crédibilité. Donc voilà, il y a des salariés qui sont impliqués dans le projet, donc les responsables du service plaidoyer, du pôle transition et différents animateurs, animatrices. 2 bénévoles qui sont référents, c'est Michel Dubromel, que vous connaissez peut-être, et moi-même, et puis le reste de l'équipe qui vient en appui. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, parce que c'est pas forcément le but du jeu, mais il faut que je départage maintenant. Donc ça, j'ai réussi à partager, il faut que je réussisse maintenant, il faut que je retrouve comment on départage ça. Zut, comment on fait?
Aïe, aïe, aïe. Je ferme juste la fenêtre, j'ai peur de fermer tout. Non? Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc voilà. Donc ces problématiques, euh, de biodiversité aujourd'hui, elles sont majeures, hein. Vous avez vu que tout à l'heure j'évoquais la question de la grippe EV. La grippe EV est arrivée récemment et inquiète beaucoup dans les territoires. Je ne sais pas quelle est votre position d'ailleurs sur ce sujet, mais c'est vrai que aujourd'hui on a comme problème vis-à-vis des exécutifs, c'est que face à l'urgence, ils ont tendance d'une part à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, des lois de simplification qui font moins de démocratie et moins d'études d'impact, et également qui ont tendance à vouloir massifier des projets qui sont encore au stade expérimental. La grippe EV, c'est exactement ça, hein. La grippe EV, on a fait quelques expériences pendant quelques années en France à différents endroits sur des zones qui ne sont pas forcément comparables les unes avec les autres, et on a décidé de massifier ça largement dans tous les territoires, euh, alors qu'on n'a aucun recul sur les impacts à la fois agricoles et environnementaux de ces projets. Dans le cas de l'OAPR, peut-être que vous avez remarqué qu'un observatoire de la biodiversité était prévu. C'était une demande de FNE, un observatoire enfin ENR et biodiversité, hein, donc pour observer, pour recenser les impacts et recenser en tout cas faire une recension des articles scientifiques qui caractérisent les impacts des ENR sur la biodive. C'était une demande de FNE. Là, le décret de l'observatoire est sorti il y a un mois, je crois, ça a mis du temps et on espère qu'il aura les moyens pour pouvoir apporter un petit peu d'éléments. Dans le décret AgriPV, vous avez peut-être vu aussi qu'on parle des plans d'eau maintenant comme des zones qu'on peut équiper facilement de panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est un sujet sur lequel c'est pareil, on n'a absolument aucun recul sur les impacts environnementaux. Donc nous, on est très très frileux et méfiants sur toutes ces démarches euh, qui font du pushing en fait, hein. Je veux dire, on va plus vite que la musique, alors qu'on est en retard sur tout, hein. Enfin, je veux dire, d'un côté, on est en retard sur l'atteinte de nos objectifs d'énergie renouvelable, les objectifs européens. On est le dernier pays en Europe. Et en même temps, maintenant, vu qu'on est en retard, on accélère à tout prix. Mais en même temps, on accélère, et comme vous l'avez bien vu, en reculant dès qu'il y a un corporatisme qui se met en place pour dire que il faut quand même pas toucher au mode de production agricole, il faut pas toucher à la pêche industrielle, il faut pas toucher à un certain nombre de choses, il faut garantir la souveraineté énergétique. Donc en fait, on accélère surtout le côté industriel et ça renforce la crainte d'impact sur la biodiversité au sens large, y compris, et donc également sur les questions des milieux aquatiques ou des ressources en eau. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit particulièrement vigilant. Euh, Peut-être qu'on peut, à ce stade, échanger ensemble sur les sujets, sur vos positionnements et sur les sujets qui vous questionnent en Pays de Loire ou au niveau national. Prenons l'éolien terrestre qui est aujourd'hui de mauvaise réputation, même si pourtant, en termes de production, il est intéressant. L'éolien terrestre, par définition, il a une emprise au sol qui est faible. Faible à très faible, on a le socle en béton qui est enterré et qui est réversible pour tenir le mât de l'éolienne. Donc, les impacts au sol sont plutôt faibles quand l'éolienne est en exploitation. Ça peut être un peu plus important lors des travaux, parce que pour les travaux, il va falloir faire un chemin d'accès pour que les engins de chantier puissent venir. Mais néanmoins, ça reste relativement faible. En revanche, et par définition, l'éolienne va avoir un impact sur le compartiment aérien et donc sur toute la vie-faune. La vie-faune, c'est à la fois donc les oiseaux et les chauves-souris. Euh, et d'autant plus que les éoliennes vont de plus en plus haut, parce que plus on va haut, plus on a de vent, enfin plus on a une vitesse de vent importante et un vent laminaire, c'est-à-dire un écoulement qui est bien droit et pas turbulent. Or, c'est ça qui permet de produire de l'énergie. La loi de Benz en physique nous dit que l'énergie produite par une éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Donc, un tout petit peu plus de vent, ça fait beaucoup plus d'énergie. Et ça, donc, ça peut avoir des impacts sur les oiseaux, ça peut avoir des impacts à la fois directs en termes de collision, mais également des impacts en termes d'effarouchement et pour les couloirs migratoires de détournement de comportement. Donc ça peut être très embêtant. Au niveau des chiroptères, ça a des impacts notamment pas tant de collision directe, mais de ce qu'on appelle un barotraumatisme, c'est-à-dire que les chauves-souris, sans qu'on sache exactement pourquoi,
sont attirés à proximité des pales, et à la pale, quand elle avance en vitesse, en bout de pale, elle est sur une vitesse qui peut être supersonique. Donc ça crée ce qu'on appelle un phénomène de cavitation. Donc on a comme un petit peu de vide, une dépression très violente tout autour de la pale et sur le bord inférieur. Et donc là, la dépression, pour un petit mammifère comme la chauve-souris, ça la fait mourir instantanément. Or, si d'un point de vue naturaliste, ça peut être très gênant, d'autant parce que les chauves-souris sont très utiles dans la nature, vous le savez bien, euh, et, euh, et c'est des importants régulateurs d'insectes. Et ça d'un point de vue réglementaire, c'est aussi important parce que toutes les espèces de chauves-souris en France font partie de la liste des espèces protégées. Il y a 31 espèces de chauves-souris, elles sont toutes protégées, donc on ne peut pas porter atteinte à des chauves-souris d'un point de vue réglementaire, en tout cas théoriquement. Donc pour les éoliennes, pour une éolienne, c'est ça. Bien sûr, maintenant, quand on imagine plusieurs champs d'éoliennes qui sont à des proximités plus ou moins importantes, il peut y avoir un effet cumulé, un effet cumulatif des impacts avec des effets barrières qui peuvent vraiment gêner les déplacements des oiseaux, voire les couloirs de migration. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender parce que d'un point de vue réglementaire, on regarde souvent les projets les uns après les autres et rarement le cumul, l'impact du nouveau projet vis-à-vis de ceux qui sont déjà préexistants. On devrait le faire théoriquement, mais c'est généralement pas très bien fait. Et or, c'est évident que d'un point de vue d'impact, tout projet supplémentaire a un impact unitaire, mais également un impact cumulé qu'il faut savoir prendre en compte. Y a naturellement, je n'en parle pas, mais enfin, il y a également des questions paysagères qui sont à prendre en compte. Euh, et dans certains cas, à juste titre, certaines régions souffrent d'un ressenti de saturation paysagère des éoliennes dans le nord, en Vendée. C'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre le haut là aussi. Hein. Euh, et c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, il y a eu une difficulté avec les éoliennes, c'est que les promoteurs, enfin les porteurs de projets, ont très vite compris qu'il était plus intéressant d'aller dans des coins où il y avait déjà des éoliennes parce que, un, la population était acculturée, ils en avaient déjà accepté, finalement le paysage était un petit peu impacté, et qu'en plus il y avait une prise pour se raccorder. C'est ce qu'on appelle l'effet prise multiple. Parce il faut du réseau quand même de RTE pour pouvoir être sûr de pouvoir accorder son projet. Et donc quand le réseau est là, bah, c'est un sacré avantage, et ça fait du coup un coût en moins. Donc, je vais des commentaires en même temps, mais on en parlera après, parce que je ne peux pas tout répondre en même temps. Donc là, ça c'est globalement pour l'éolien terrestre. Pour l'éolien offshore, on a bien sûr des impacts équivalents dans le domaine marin, y compris pour les chauves-souris, parce qu'on s'est rendu compte avec les parcs offshore là, de Saint-Brieuc ou autres, qu'il y avait des chauves-souris qui traversaient la Manche ou qui allaient très loin en mer en tout cas, et que donc ça pouvait avoir des impacts. Sur le compartiment maritime, sur le compartiment aquatique, il y a, on maîtrise mal les impacts qu'il y a en exploitation parce qu'on n'a pas vraiment de parc en exploitation et donc on n'a pas de suivi. A priori, on pense qu'ils seront faibles. On se questionne sur le câble sous-marin qui transporte l'énergie avec d'éventuels d'effets magnétiques. Euh, En revanche, pendant la construction, là, ça peut avoir des impacts importants sur les cétacés éventuellement sur les poissons, soit d'effarouchement, soit de blessures, notamment quand on est dans les cas où on tape des pieux pour rentrer le pieu dans le sol. Et donc le battement des pieux, ça peut ça fait des ondes acoustiques qui peuvent être très très dangereuses et impactantes pour les mammifères marins. Alors on a des moyens de réduction d'impact avec des rideaux à bulles ou autres, mais enfin, ça reste un enjeu fort. Donc d'autant plus que vous savez que FNE est très positionné pour défendre la question des mammifères marins, parce qu'on est à l'origine du contentieux sur les cétacés et la fermeture des zones de pêche pour respecter la réglementation. Pour le PV au sol, le PV au sol, le principal problème, c'est l'emprise foncière. Par définition, quand vous avez du PV au sol, vous avez donc moins de soleil qui va arriver en dessous et des problèmes éventuellement à la fois de circulation de l'air et de ruissellement de l'eau. Donc, un risque d'artificialisation des sols qui sont sous les panneaux photovoltaïques. Or, si on veut beaucoup de puissance, il faut des grandes surfaces. Donc aujourd'hui, ces grands parcs photovoltaïques, on est plutôt opposé à des parcs de trop grande taille. Et puis, on a des discussions importantes avec les porteurs de projets sur ce que c'est qu'un sol inculte.
Okay, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont considérer qu'un sol inculte pour l'agriculture, c'est un sol sur lequel on peut aller tranquillement, mais un sol inculte pour l'agriculture, c'est pas forcément inculte en termes de biodiversité. Et donc, il faut bien expliquer que c'est pas la même chose. De la même façon qu'on met les friches en avant à chaque fois, les friches, en termes de biodiversité, ça peut être très intéressant. Donc, il faut être très vigilant sur les types de sols qui sont utilisés et la taille des projets parce qu'on peut avoir des impacts importants vis-à-vis du foncier. Et puis, dans le projet ENR et Biodive, on va également, on en a parlé un petit peu, parler des énergies à base de biomasse, hein, donc de la méthanisation principalement. La méthanisation, c'est un sujet qui crispe beaucoup dans certaines régions agricoles, en Bretagne, enfin pour FNE en tout cas, hein, en Bretagne, dans l'ancienne Aquitaine, essentiellement parce que aujourd'hui, des projets de méthanisation de trop grande envergure, nous considérons que ce sont des projets qui sécularisent l'agriculture industrielle, en fait, et donc nocifs pour les sols et pour l'eau, parce que c'est ce qu'on appelle le phénomène du locking. Ça ne peut fonctionner qu'avec une production à un rendement suffisamment important. Sinon, ça sera pas, la méthanisation n'est pas rentable. Et donc, pour pouvoir produire, il faut derrière avoir l'agriculture qui soit intensive pour la faire fonctionner. Donc, nous, on veut sortir de l'agriculture intensive. Donc, c'est au contraire des procédés qui enferment économiquement dans l'agriculture intensive. Donc, dans certains coins, ça ne se passe pas bien. Dans d'autres coins, ça se passe pas mal. Donc, d'une région à l'autre, ça peut être très différent. C'est quand même souvent une question de taille. Et puis, en termes de biodiversité, bah, les impacts, si c'est ceux de la culture intensive, vous les connaissez. Euh, on a d'autres types d'impacts qui nous inquiètent, hein. C'est qu'essentiellement, une unité de méthanisation, c'est une unité industrielle avec du risque industriel et qui est confiée à des agriculteurs qui n'ont pas cette culture-là. Donc aujourd'hui, euh, avec la multiplication des unités de méthanisation, on multiplie le risque d'un accident de type industriel par des acteurs qui n'ont pas la culture de ce risque, qui n'ont pas les contrôles suffisants pour s'en prémunir. Et le risque industriel, il est à la fois d'ordre humain, c'est-à-dire il y aura un jour quelqu'un qui va être blessé parce que il va avoir un problème sur une cuve. Et puis, on a aussi un risque environnemental, parce que le jour où on a tout un fond de cul qui va se déverser dans le sol et dans la rivière d'à côté, on aura une pollution localement importante. Euh, et donc ça, c'est des risques sur lesquels on est vigilant. Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de la grippe EV. Là, aujourd'hui, la pollution de FNE sur la grippe EV, elle n'est pas arrêtée. On n'a pas une note de positionnement qui a été votée en conseil d'administration pour savoir ce qu'on en dit. Toutefois, nous, ce qu'on pense à ce stade, c'est que c'est surtout pourquoi faire, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on agite un chiffon rouge pour ne pas parler du reste, hein, avec la grippe PV. On ne sait pas si les agriculteurs en veulent ou en veulent pas. On a l'impression que les chambres d'agri en veulent pas vraiment. Les agriculteurs, dans certains cas, en voudraient bien parce que c'est quand même très rentable. Mais enfin, sans dire qu'ils feraient plus de l'énergie que de la production, parce que sinon, ils ne pourront plus manifester avec leurs tracteurs devant les préfectures. Euh, ceux qui sont contre les éoliennes, finalement, se disent c'est pas si mal parce qu'on les verra plus. Mais enfin, quand ils verront que c'est des panneaux qui sont à 3, 4 mètres, 5 mètres de haut, parce qu'il faut qu'on puisse mécaniser en dessous, bah, dans ce cas-là, ils vont devenir très visibles dans le paysage. Donc ça va commencer à recrisper aussi autant que les éoliennes aujourd'hui, à mon sens. Et si on les met dans des zones de grande culture intensive, bah, vu que c'est des zones dont les sols sont quasiment déjà artificialisés, peut-être que ça peut avoir du sens et encore à voir. Par contre, dans des zones bocagères, c'est sûr que ça aura des impacts sur les haies qui sont, en termes de biodiversité, des éléments très importants à la fois du paysage et des services écosystémiques. Donc nous, aujourd'hui, on est très vigilants et on a tendance à voir un peu plus sur ces projets, mais on pense surtout qu'on va beaucoup trop vite, qu'on manque de recul sur ce qu'on peut faire d'intelligent et ce qu'on ne devrait pas faire sur les questions d'agri-PV, alors que dans le même temps, et vous le savez très bien, il y a un démarchage intensif des agriculteurs dans tous les territoires pour mettre de l'agri-PV partout, et le temps que ça se mette en place, dans quelques années, on va voir sortir plein de projets qui sont en cours de négociation aujourd'hui, avec des impacts très importants et qui n'auront pas du tout été évalués, et avec une fausse promesse, parce que c'est quand même le problème de l'agri-PV, c'est que c'est à la base une fausse promesse qui a tendance à nous dire que vous prenez un champ agricole,
une production agricole, vous mettez des panneaux photovoltaïques dessus, et vous avez une meilleure production agricole et en plus de la production énergétique. Bon, ben ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, si les cultures n'avaient pas besoin de soleil pour pousser, ça se saurait, on les aurait mises à l'ombre. Et donc, c'est pas vrai. On va avoir des impacts agricoles, c'est sûr. On aura des impacts en termes de biodiversité, probablement. Et on va avoir une production qui va avoir demandé beaucoup plus d'espace foncier parce que on va quand même espacer davantage que si on le faisait dans une zone où on pourrait faire quelque chose de plus dense parce qu'on aurait moins d'impact biodiversité pour peu que ça ait été objectivé à l'endroit où ça s'installe. Donc on va augmenter la surface d'emprise globale avec en fait plus d'impact agricole et comme d'habitude, voilà des promesses qui nous paraissent un peu mensongères. Est-ce que ça répond un peu à cette question sur les différents types de production d'ENR? Bah écoute, je vais essayer d'y répondre. Oui, alors on aime bien se baser sur l'étude de l'ADEME qui nous disait qu'on avait un potentiel fantastique sur les zones artificialisées pour développer du PV, et ce qui est une étude qu'il faudrait sûrement affiner parce qu'elle date un petit peu. Pour autant, qu'est-ce qu'on voit dans les zones d'accélération au creux là? Ce qu'on a vu avec Jean-Claude récemment, et qu'on voit dans les autres creux des autres régions, c'est que les collectivités, elles nous disent aujourd'hui qu'elles veulent mettre que du PV. En gros, elles mettent que des zones à PV partout, quasiment. Enfin, certaines audacieuses acceptent de mettre 3 mâts d'éoliennes, mais c'est très rare. Et globalement, ils mettent que du PV. Donc, on va mettre du PV partout. C'est ce qu'ils veulent, quand on peut sur toiture, quand on peut sur artificialisé, et puis sinon ailleurs. Après, il y a la réalité économique. La réalité économique des porteurs de projets, c'est que c'est beaucoup moins cher de le faire en surface naturelle ou agricole que de le faire sur l'artificialisé. Et donc, les acteurs économiques, ils vont d'abord aller sur les zones agricoles et sur les zones naturelles. Et ça, on aura du mal à l'empêcher. Enfin, je veux dire, il y aura peut-être quelques collectivités qui vont prendre à leur sou de le faire sur l'artificialisé, et tant mieux. Mais ça ne va pas être la majorité. Ce n'est pas le mécanisme économique tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à terme comment ce sera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la dynamique économique, elle est vers l'agri-PV parce que finalement, la loi APER, elle a quand même rendu plus difficile le fait d'aller sur des espaces naturels, euh, espaces boisés non maintenant, normalement, et donc les espaces réputés incultes depuis plus de 10 ans, enfin, les espaces naturels à part les espaces incultes, ça va devenir difficile d'y aller dessus. Donc ça va être beaucoup d'agri-PV qui va être la cible des promoteurs dans les années à venir. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Je ne sais pas si ça nous donnera beaucoup. Alors après, certains nous disent, mais ça ne fera pas beaucoup de surface agricole utile, moins que ce qui est perdu tous les ans. Enfin, bon, là, je ne suis pas assez expert pour pouvoir savoir exactement quel est ce ratio. Mais je pense que vous avez raison de chercher à ne pas faire de concurrence des usages, ou alors que ça serve un objectif qui nous intéresse. Enfin, si on imagine demain de favoriser des circuits courts de production agricole dans un certain nombre de collectivités, on aura intérêt quand même à refaciliter l'installation de maraîchage de pourtours de ville comme ça existait autrefois. Et on pourrait imaginer que là, on ait des unités de production de maraîchage qui soient pensées avec de l'agri-PV, mais dans un projet qui soit conçu entièrement dès le départ, qui permette d'en assurer la rentabilité et donc qui en permettent d'assurer la rentabilité, qui permettent d'avoir un peu de production d'énergie à proximité de là où il y a la consommation. Parce que je vous rappelle que le grand problème aujourd'hui du développement des ENR, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'ENR pas là où on consomme, mais là où il y a de la place pour alimenter les villes qui sont là où on consomme. Et cette asymétrie territoriale, elle est pas du tout compensée aujourd'hui. Donc je pense que si on utilisait de la QPV pour faire ça, pour faire des sortes de ceintures maraîchères qui visuellement en plus se verraient, parce qu'on aurait ce côté agri-PV autour d'un certain nombre de grandes métropoles, bah là ça pourrait avoir du sens, ou alors que finalement que le revenu du photovoltaïque sur le secteur agricole permette la transition agroécologique, c'est-à-dire que ça serve un propos au-delà de simplement faire un outil industriel sur une zone agricole qui serait en plus éventuellement intensive. Ouais, je suis d'accord, hein. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que nous on discute au niveau national pour qu'on ait un soutien économique qui permet de rééquilibrer ces asymétries. Et puis, mais en même temps, il ne faut pas se masquer qu'il y a des vrais problèmes, hein. Enfin, je veux dire, le PV sur toiture, si j'ai bien compris, aujourd'hui, le principal frein du PV sur toiture, c'est les pompiers. C'est-à-dire que c'est le risque incendie et le fait que les toitures soient pas adaptées, enfin les charpentes en poids par rapport à ça, quoi. Donc,
mais si on mettait de la R&D, si on mettait la moitié d'argent en R&D pour trouver une solution à ça par rapport à ce qu'on met, on dépense dans les projets de SMR ou dans différentes filières nucléaires, on aurait sûrement déjà trouvé une solution. Je pense que vous avez déjà fait, on pourrait faire des séances uniquement sur ces questions d'éoliennes, de santé, sécurité. Et je suis pas sûr que ce soit le sujet de la réunion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, à FNE, on fait appliquer le droit. L'évaluation environnementale, c'est-à-dire les études d'impact et tout le processus, on le défend et on attaque les projets quand on considère que ça respecte pas de façon trop importante des aspects enfin, cruciaux. Je citerai comme exemple le dernier un cas une affaire assez emblématique qu'on a gagnée il y a moins d'un mois dans l'Aude sur un parc d'éolien terrestre qui se revendiquait d'office de RIPM, donc reconnu d'intérêt public majeur. Vous vous rappelez, donc ça, c'est les nouveautés introduites par la loi, donc qui permet d'améliorer l'obtention de dérogations espèces protégées. Et nous, on a attaqué en disant, ben non, c'est pas parce que c'est une installation de production d'énergie renouvelable que c'est d'office reconnu d'intérêt public majeur, c'est-à-dire d'un intérêt supérieur qui permettrait de déroger à des enjeux de biodiversité. Et le juge nous a donné raison, parce que, effectivement, ce qui est aujourd'hui d'intérêt public majeur, c'est le réseau d'ENR qui permettra en 2030, en 2035, 40 et à l'horizon 50 d'atteindre l'objectif national et européen. C'est pas un projet qui arrive sans avoir étudié les alternatives dans le territoire, les alternatives de moindre impact environnemental. Donc, il faut bien qu'on regarde un projet tout seul, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, un projet, c'est un projet par rapport à quoi d'autre, c'est-à-dire quel autre emplacement potentiel de moindre impact environnemental, de moindre impact en termes de santé environnement également, puisque c'était le sujet qui était abordé juste avant, et y compris avec des questions qui sont des questions qui ont été soulevées en creux récemment, Jean-Claude, tu te rappelles peut-être, sur le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de zones, de collectivités ont prévu des zones d'accélération, mais n'ont pas de modalité de raccordement, et donc il faudra qu'elles envisagent de l'autoconsommation. Et donc ça peut être intéressant. Il y a des endroits où il va falloir plutôt viser l'autoconsommation plutôt que de chercher à avoir des outils de production importants pour alimenter ailleurs avec du réseau. Et ça va être une autre façon d'équilibrer le réseau. Ça va demander de l'intelligence en termes d'ingénierie, mais également une autre façon de rapprocher la consommation et la production. Alors, il y a pas mal de questions qui sont dans le chat, donc je vais essayer de les prendre une par une. Enfin, il y avait une question effectivement qui me préoccupe aussi beaucoup à propos du photovoltaïque, de la consommation d'espace par le photovoltaïque. Et donc, il y avait Cédric Philibert qui est effectivement une comparaison dans la consommation d'espace par les biocarburants. Je ne sais plus combien il y a de millions d'hectares qui sont consacrés à la production de biocarburants. Par rapport donc en fait, la consommation d'espace par le photovoltaïque serait pour la même production d'énergie largement inférieure. Voilà. Donc, effectivement, il faudrait comparer quand même l'impact des biocarburants en termes de consommation foncière, hein, j'entends, hein, par rapport Oui, à d'autres types de- et en termes de mode de production, complètement. Mais de toute façon, la question des biocarburants, c'est... enfin, dans les sujets de biomasse, il y a beaucoup de supercheries. Hein, là, il faut être très clair. La biomasse en France, elle a déjà été vendue 3 fois. Hein, 3 fois. C'est-à-dire, on a déjà vendu de la biomasse pour faire de la méta, pour faire des biocarburants routiers. Puis maintenant, il va falloir convertir tout ça pour faire de l'aviation à l'horizon 2050 ou même avant. Ça ne marchera pas. Hein, je veux dire, pour remplacer aujourd'hui la consommation de kérosène française en biocarburant, il faut l'ensemble de la surface agricole utile. Donc, de toute façon, ça ne marchera pas. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux qui est faite pour qu'on regarde ailleurs et qu'on se dise, voilà, il n'y a plus de problème, passons à autre chose. Non, ça ne fonctionnera pas. Comme l'hydrogène, d'ailleurs. Enfin, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est devenu un four. Tout le monde désinvestit, sauf la France qui pense toujours qu'ils vont pouvoir déraccorder certaines centrales nucléaires quand elles seront déclassées, mais pour continuer à les faire tourner, pour faire uniquement de l'hydrogène, ce qu'ils appellent décarboné. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, mais avec des risques d'impact importants, effectivement. Et avec un risque d'impact, une volonté de démultiplier des surfaces agricoles alors qu'on n'a plus d'agriculture.
Et c'est clair qu'aujourd'hui, un des effets pervers, au-delà des questions de biodiversité, mais il y en aura, de ces mutations agricoles, hein, qui est à la fois parce qu'il y a une mutation des exploitants. Hein. Vous savez, là, il y a je ne sais pas combien, c'est l'ordre de 40% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 ans à venir. Et le fait qu'on ait une sorte de financiarisation de la filière avec un accès au foncier qui devient très juteux pour les énergéticiens, donc un risque que ce soit des multinationales qui deviennent les vrais propriétaires fonciers et exploitants agricoles euh, d'un certain nombre de territoires ruraux, avec tous les risques que ça induit, c'est-à-dire plus d'interlocuteurs, des gens sans vergogne et des impacts sur la biodiversité majeurs. Donc, je vous rejoins complètement. Tout ça, il faut être très, très, très méfiant parce qu'on nous vend beaucoup de choses, comme on nous vend la séquestration carbone sans problème dans le sol. Enfin, ça, la thermodynamique nous dit aussi que c'est pas possible. Hein. Il y a quand même, il y a un moment, il va falloir qu'on repense un tout petit peu à la physique et à la science pour se rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles et que déjà faire ce qui est possible, c'est pas facile. Si en plus on doit passer du temps à expliquer ce qui est pas possible et qui va avoir des impacts négatifs sur la biodive en essayant de le faire, ça, c'est un vrai supercherie. Euh, il y avait une autre question, toujours dans le chat. Là, on a parlé tout à l'heure de l'impact paysager, essentiellement pour les éoliennes et le PV aussi d'ailleurs. L'impact paysager est-il un enjeu environnemental ou biodiversité? Ouais, c'est la question piège. Alors, non, mais non, mais en fait, c'est un enjeu de biodiversité parce que un paysage qui serait enfermé par des éoliennes, ça veut dire que d'un point de vue aérien, il n'a pas d'échappatoire. Or, les milieux sont connectés les uns avec les autres. Les espèces se déplacent. On ne va pas faire des isolats d'espèces du compartiment aérien qui seraient entourées d'éoliennes et qui, si elles voulaient s'échapper, auraient une chance sur 10 de se faire découper. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut assurer, et on le sait bien, des continuités écologiques dans les milieux pour avoir une biodiversité en bon état. Des continuités écologiques, c'est également des continuités qui soient paysagères. Donc, il y a un lien entre les deux. Ça ne veut pas dire pour autant que le paysage, comme le font beaucoup d'assauts qui ne sont pas des assauts de protection de l'environnement, mais qui utilisent l'environnement pour attaquer les projets, que le paysage soit quelque chose qui soit immuable et auquel on n'est pas le droit de toucher. Enfin, les associations d'Édouard Berne, les résidences secondaires, les châteaux et châtelains défendent ça parce qu'en fait, c'est leur bien. Ils veulent que rien ne change et puis ils n'ont pas de besoin. Donc ils attaquent beaucoup de projets là-dessus. Les paysages ont toujours changé. Ça veut dire le paysage de la France jardinée, le paysage avec des voies de chemin de fer, maintenant des routes, c'est le paysage, là, ce qu'on appelle la France moche, les ronds-points et les zones commerciales. Mais voilà, le paysage est façonné par les évolutions historiques et industrielles et scientifiques et économiques, qu'il soit aujourd'hui euh, avec des éoliennes, ça me paraît pas choquant, pour autant qu'elles soient faites à la fois en concertation avec les populations, parce que, ben voilà, je veux dire, ça serait compréhensible que certaines populations considèrent que telle partie de paysage, on n'y touche pas parce qu'elles y tiennent, c'est ce qu'on appelle l'expertise d'usage, et puis que d'autres parties de paysage, on n'y touche pas parce qu'il y a des enjeux biodiversité majeurs. Par contre, on ne pourra pas ne toucher à rien. Voilà. Donc, il va bien falloir trouver un arbitrage à un moment donné. Question. Alors oui, Denis, virage à Nantes, là. Je reviens un petit peu sur l'éolien offshore, là. J'avais gardé la question sous le coude tout à l'heure. Et effectivement, bon, on peut se poser on peut avoir des inquiétudes sur l'implantation des parcs éoliens offshore, compte tenu de leur impact sur la vie marine, certes. Or, aujourd'hui, on plaide quand même la réindustrialisation, un peu quand même, qui inévitablement va nous faire, on va avoir des importations d'émissions de gaz à effet de serre. Certes, les éoliennes ne sont pas fabriquées en France aujourd'hui, hein, quasiment pas, hein, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Euh, et donc le dilemme, il est là. Autant c'est inquiétant enfin, on peut se poser des questions sur l'implémentation, sur le milieu marin et les conséquences que ça a. Et autant on doit se poser aussi la question de bah, comment on va faire pour faire de l'énergie renouvelable au niveau national pour être dans les clous de 2015, là, la conférence climat, c'était Paris.
Ouais. Voilà comment on va faire pour concilier les deux, quoi. Voilà, c'est un peu la grande question. Ceci dit, moi, j'ai pas de réponse du tout là-dessus, mais il va falloir en tenir compte. Si j'ai bien compris, c'est la composante industrielle et de souveraineté. Alors, je pense que d'abord, la bonne échelle, c'est quand même l'Europe, hein. Je crois vraiment qu'il faut qu'on ait une vision européenne et pas une vision française là-dessus. Secondo, sur l'offshore, pour le coup, a priori, tous les champs offshore sont associés au développement d'une filière industrielle à proximité pour les pales, les alternateurs et même, je crois, les mâts. Donc, l'offshore, je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple, hein. Normalement, je crois que ça fait partie des critères d'appel d'offres et généralement, d'ailleurs, Ah oui. c'est ce qu'ils font. Par contre, pour tous les autres types de production, l'éolien terrestre et le PV, c'est ça, par contre, la question, elle est claire. Et c'est ce que je disais au début sur le photovoltaïque actuellement. Non seulement on est en train de faire mourir les filières européennes, mais en utilisant des panneaux de Chine qui ont effectivement. Alors après, on sait que quand on fait le calcul, si là, faut aller voir les sources auprès de l'ADEME, hein, quand on fait le calcul, on rembourse vite le crédit carbone utilisé pour construire et installer les champs d'éolien terrestre ou les parcs photovoltaïques. Mais enfin, ce serait tant qu'à avoir une transition qui est un vrai défi industriel, autant que ça serve nos territoires, quoi. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le retour socio-économique dans les territoires, il est trop faible, clairement. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites en termes d'emploi, en termes de revenus, et pour l'instant, le retour socio-économique, il est trop faible. Le retour politique aussi, il est trop faible. C'est-à-dire que moi, ce qui me désespère, je pense que vous partagerez ça, c'est que les élus qui finalement s'engagent dans une transition à mettre des éoliennes, à faire des efforts éventuellement en avance de phase, eh bien, ils sont à la merci du premier populiste venu à l'élection suivante, qui va expliquer comme quoi c'est un massacre paysager, que c'est ni fait ni à faire, que de toute façon, on fera une centrale nucléaire là-bas et ça réglera le problème. Et donc, on n'a pas aujourd'hui un retour suffisant auprès de ceux qui s'engagent, un retour positif sur ces questions de l'ENR. Je vois qu'il y a un commentaire sur d'où l'intérêt des projets citoyens. Oui, vous avez raison. Moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, c'est que les projets à gouvernance citoyenne apportent une vraie plus-value dans l'acceptation des projets. Mais on voit aussi aujourd'hui qu'à l'heure de comment dire, un peu des fonds participatifs très ouverts, on a beaucoup de projets citoyens qui sont par des citoyens qui ne sont pas forcément du coin. On a des citoyens du coin qui investissent, mais on a aussi des gens qui font de l'investissement purement, peut-être vertueux, mais qui ne sont pas ancrés localement. Et donc, le côté territorialisation du projet, il baisse un peu avec ça. Il y avait Benjamin, même Lafont qui avait demandé lever la main. Donc, si vous voulez. Oui, bonjour. Donc Benjamin Memlafont, moi je travaille à la LPE Anjou, donc membre de FNE Pays de la Loire, et je travaille tout particulièrement sur le plan national d'action chauve-souris. Donc un plan qui émane du ministère, dans lequel il y a justement une des 10 actions qui porte spécifiquement sur éolien et chauve-souris, puisque c'est une vraie problématique. Je voulais un petit peu compléter ce que vous avez dit au départ, parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il y a, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, hein, Monsieur Richard, il y a une nécessité de bien concilier et de pas prioriser, parce que je dis ça parce que c'est ce qu'on constate un peu au quotidien, de bien concilier et bien préservation de la biodiversité qui relève d'enjeux d'engagement X ou Y et climat. J'en veux pour preuve, bon, vous connaissez certainement, mais voilà, ça fait jamais de mal de le rappeler, le rapport conjoint IBPES et GIEC qui, en 2021, vient souligner ces éléments et insister sur le fait, et pas que pour les chauves-souris bien entendu, sur le fait que voilà, la biodiversité était certainement notre meilleure chance d'adaptation au changement climatique, donc à bien garder en tête toujours. Là où je voulais un petit peu compléter sur les constats que vous évoquiez tout à l'heure, il y a la destruction d'espèces par les éoliennes, donc notamment mortalité, barotraumatisme et des effets qu'on ne mesure pas encore très bien, notamment chauve-souris, oiseaux. Mais ce qui est probablement plus inquiétant, c'est qu'on a des effets sur les populations. Et ça, pour le coup, voilà, il y a un écho. Pardon. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est illégal. Il n'y a pas de dérogation pour ça, puisque les trois raisons
cumulatives qui permettent d'avoir une dérogation sont notamment celles de ne pas porter atteinte aux populations. Or, les espèces les plus impactées par l'éolien sont des espèces qui se dégradent encore plus rapidement que les autres, chauves-souris, en tout cas. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. D'un autre côté, on est vite instrumentalisé. Moi, j'en veux pour cas, voilà ce qui s'est passé en Anjou. On a réussi à bloquer un projet en forêt sur la base de certains aigles, Cirquet Jean Leblanc et Balbuzard pêcheur, sur l'impact sur les populations, justement. On a eu gain de cause en Conseil d'État en fait, maintenant, tout le monde utilise cette jurisprudence pour dès qu'il y a un circuit ou un balbus, alors que c'était pas l'état d'esprit. Donc j'insiste sur le côté enjeu populationnel qui est à bien garder et du coup cet enjeu populationnel il amène quand même une réflexion, c'est que il y a très peu de parcs éoliens qui demandent de dérogation alors que tous les parcs éoliens tapent des espèces protégées. Donc c'est quand même voilà aussi parce que il y a ce hiatus, cette complexité à être sûr de ne pas impacter les espèces et les populations, qui fait que, et puis avec des obligations de résultat évidemment sur les mesures derrière, qui fait que finalement on court après des bridages, des améliorations, des connaissances qu'on n'a pas là-dessus. Et puis je terminerai en disant deux choses. D'une part, il y a pas mal de bibliographies quand même. Alors sur chauve-souris éolien, là, il y a quand même beaucoup de choses maintenant, même si on n'a pas encore fait le tour. Sur photovoltaïque et chauve-souris, il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi chauve-souris alors que c'est pas forcément les plus impactés? C'est parce que, comme vous l'avez dit, elles sont toutes protégées, elles sont toutes dans la directive européenne, donc c'est un levier réglementaire. Il faut appeler un chat aussi. Et puis j'insisterai aussi sur l'intérêt et en particulier en Pays de la Loire comment je dirais à conjuguer nos efforts, voilà, à se rassembler. Moi, j'ai une connaissance assez fine de beaucoup d'acteurs sur ces questions éolien et biodive. Comme je suis animateur du plan d'action chauve-souris, je suis amené à trouver des améliorations, des accompagnements, etc. Donc, on est bien dans la logique que vous évoquiez tout à l'heure. Au-delà de ça, mon association, la LPO en l'occurrence, peut monter au feu sur un contentieux. Voilà, on a des échanges réguliers avec FNE, par exemple, avec Benjamin Goma. Voilà, donc je pense qu'il y a des vraies synergies à trouver entre nous, et puis aussi parce qu'on a commencé à développer des choses, des exemples de solutions. Vous avez aussi évoqué la question de la planification en amont. Sur l'éolien, on a fait un gros travail en Anjou avec le syndicat d'électrification, justement, pour avoir un regard à l'échelle des intercos sur les zones les plus problématiques en termes de biodive, pour vraiment amener ça comme une logique d'évitement. Voilà. Donc, bon, c'est un peu des perspectives tout ça, mais je pense que c'est intéressant à avoir en tête parce que c'est, à ma connaissance, c'est pas vraiment déployé ailleurs cette approche-là. Voilà, merci. Merci, hein, moi je plus sois complètement cette histoire de pourquoi les parcs éoliens ne demandent pas de dérogation espèces protégées. C'est lié à un guide qui avait été publié par le ministère de l'Environnement il y a quelques années et qui disait ça. Et c'était hors la loi. On n'a pas encore réussi à revenir dessus et à faire comprendre aux préfectures et au DREAL que bah non, de dire il faut qu'ils demandent des dérogations espèces protégées si a posteriori les impacts sont considérés comme importants. Et je vous rappelle qu'on a fait c'est comme ça qu'on a fait sauter quand même une autorisation d'exploiter d'un autre parc dans l'Aude sur du faucon cresserellette, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, parce que la logique du parc, c'est comme ils font une étude d'impact a priori, mais ils disent, regardez, nous, dans l'étude d'impact, avec toutes les mesures de réduction qu'on met, de toute façon, on est en dessous des seuils d'atteinte à la population, donc on n'a pas besoin de demander de dérogation, c'est un peu facile. Et effectivement, derrière, il y a toute la problématique de savoir comment on va vérifier la mortalité sur un champ. Et c'est très compliqué, parce que, vous le savez, mais j'explique pour les gens de la salle, hein, trouver le cadavre d'une pipistrelle ou d'un autre, même plus grand chiroptère dans la broussaille sous un champ d'éoliennes, c'est quand même très incertain, quoi. Donc c'est très difficile de constater des mortalités importantes. Euh, Je me permets de vous, ouais, ouais. je me permets juste de vous interrompre. Effectivement, il y a des tas de biais. Après, il y a des méthodologies qui permettent quand même d'avoir des choses comparables. Voilà. Et je reviens un petit peu sur ce que vous disiez avant, sur la dérogation. En fait, la dérogation, c'est pas que elle n'est pas nécessaire s'il y a pas d'impact sur les populations. Ça, c'était un flou qui a traîné pendant longtemps, qui a été levé par le Conseil d'État assez dernièrement. C'est en fait, il devra y avoir une dérogation, mais elle sera accordée uniquement
si elle ne met pas en péril les populations. Et c'est plutôt ça. Alors, on commence à voir arriver quelques dérogations. Mais nous, Association de protection de la nature, on hésite quand même à monter au feu parce qu'on pourrait se dire, bah, vous détruisez les espèces protégées, après tout, on vous attaque. Mais voilà, enfin, il y a quelque chose de contre-intuitif là-dedans parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut pas donner le message de lutte contre les énergies renouvelables, ce qu'on vient d'ailleurs souvent chercher auprès de nous. Hein. Voilà, vous le savez certainement si à FNE, voilà, on est toujours entre le marteau et l'enclume sur ces questions de biodive. Des fois, ça peut nous arranger, mais c'est loin d'être toujours le cas. Euh, donc, euh, donc voilà, ces éléments-là sont complexes, mais voilà, je comprends pas pourquoi les développeurs ne jouent pas le jeu aussi de dire bah ok, on va au bout. Enfin si, je comprends parce que c'est des logiques industrielles, voilà. Mais on va au bout, on fait la dérogation. Comme font les autoroutiers. Je dis pas qu'ils sont parfaits les autoroutiers, mais eux demandent des dérogations à espèces protégées systématiquement. Ils mettent des tas de mesures. Alors ça marche pas. Mais en tout cas, ils ont la matière. Eux préfèrent dire voilà, ça passe et c'est dommage parce que du coup on se retrouve obligé de soit dire bah, on accepte le non-respect de la réglementation, soit on monte au créneau, on va passer pour des anti-éoliens et donc d'extrême droite par exemple, voilà, parce que c'est ça qui se passe. Oui, c'est pas simple, faire du contentieux juste sans faire du contentieux qui fait retour de bâton parce qu'il sert à d'autres derrière, c'est pas évident. Il faut être vigilant, c'est ce qu'on fait à FNE, hein, de l'évolution jurisprudentielle, je crois qu'elle est aussi liée à FNE par rapport au Conseil d'État que vous avez cité. Euh, mais voilà, oui, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on travaille avec les juristes pour savoir comment bien l'aborder sans, comme vous l'avez dit, hein, il faut des bons projets. Moi, ce qui me surprend beaucoup là, quand je vois par exemple, le nouveau projet de loi simplification qui vient de sortir, mais comme la loi industrie verte, c'est que pour accélérer les projets, on est prêt à réduire la concertation du public, on est prêt à réduire les demandes en termes d'études d'impact, on est prêt à réduire tout parce que ça prendrait du temps. Il y a un truc qui est jamais cité, c'est la qualité des études d'impact. Ça, c'est jamais cité. On donne pas plus de moyens au MRAE, aux missions régionales de l'autorité environnementale, pour pouvoir analyser les dossiers, alors c'est très important. Et on regarde jamais si les études d'impact, elles sont de bonne qualité ou pas, si elles sont sincères ou pas, si elles sont complètes ou pas. Or, là-dessus, il y a quand même beaucoup à dire, quoi. Beaucoup à Complètement. dire. Oui, non. Et ça peut être très, très variable. Et ça peut même être très variable au sein d'un même développeur d'un projet à l'autre. Donc, on peut même Complètement. pas dire c'est toujours ce développeur-là qui fait mal, ou même, c'est même pas aussi simple que ça. Complètement. Alors justement, moi, je reviens, et après je vais arrêter de monopoliser la parole. Mais, dans le cadre du plan d'action chauve-souris, on en revient aux synergies qu'on a vraiment cherchées. Nous, ce qu'on a travaillé sur l'éolien, par exemple, c'est les recommandations qui visent à préciser les attendus en termes d'études d'impact, donc la proportionnalité de l'étude en amont, les mesures ERC et les mesures de suivi derrière. L'idée, c'est aussi qu'on puisse avoir un travail suffisant des bureaux d'études, au moins voilà un niveau de relevé, d'informations satisfaisant. Après, voilà, la séquence ERC, elle se déroule à sa sauce et tout ça, mais au moins, on a quelque chose qui tient la route en amont et qui permet au bureau d'études de ne pas être que dans une négociation financière, parce qu'on sait que ça se passe comme ça, où à un moment donné, il est pris, dire, ben voilà, si vous voulez le projet, vous faites moins de suivi. Voilà, donc c'est... Bref, bon, c'est du détail, mais c'est ce genre d'outil-là qu'il faut arriver à déployer, à développer, et les doctrines État ont vraiment, ou les cartes d'alerte, ce genre de choses-là ont vraiment du poids pour non pas embêter les développeurs, mais plutôt les inciter à aller sur les zones les moins embêtantes et aussi bah, finalement donner une prime à celui qui travaille le mieux. Celui qui travaille pas bien, il n'a pas fait, je sais pas, de mesure en hauteur de l'activité des chauves-souris, eh ben, il va se prendre des avis négatifs et il va être bon pour refaire une étude. Celui qui a bien travaillé dès le début, eh ben, il a ces éléments en amont et donc il a un projet qui, au moins sur le papier, va plus vite. Alors évidemment, ils ont tous des contentieux derrière, donc forcément, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'état d'esprit, quoi. Alors, hein, l'étude d'impact, si vous ne savez pas, c'est vraiment le dossier de porteur de projet qui est censé montrer tous les impacts putatifs d'un projet sur son environnement et avec les alternatives étudiées pour avoir moins d'impact, un autre emplacement, voire pas de projet. J'ajouterai deux choses parce que ça répond à des questions qui ont été un peu posées auparavant. Il va falloir aussi accompagner les porteurs de projets pour qu'ils remplissent des rubriques qui aujourd'hui sont existantes mais quasiment pas remplies. Une qui existe depuis un moment, mais qui n'est pas très bien remplie, c'est la question santé-environnement, et vous l'avez évoqué, mais de plus en plus, la question santé-environnement au niveau humain ou au niveau parfois agricole est à prendre en compte, et ça devient un enjeu de plus en plus important. Euh, euh, si tout à l'heure on parlait des questions des champs magnétiques, des questions d'infrasons ou autres,
voilà, on a vu aussi les questions des clusters de cancer pédiatrique. Les inquiétudes que ça génère méritent d'être objectivées, d'être étudiées. Je ne dis pas qu'elles sont toujours vraies. Je dis qu'en tout cas, on ne peut pas les laisser sans réponse. Sinon, ça crée des levées de boucliers à juste titre partout. Et puis l'autre partie, et vous l'avez cité, là, monsieur de la LPO, Benjamin, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on est en train de dire, là, toute la discussion qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut réussir le moins mal le fait de sortir des énergies fossiles et de préserver la biodiversité. C'est quand même les deux grands enjeux que l'on a pour sauver l'environnement. Sachant que tout ça, ça doit s'insérer dans un contexte social qui doit être fait avec une transition juste qui accompagne les plus fragiles, qui leur permette d'y arriver sans faire une scission de la société entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. C'est un sacré challenge. Hein. Et tout ça dans un système démocratique. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui promettent de le faire, mais dans un système qui ne sera pas démocratique. Et je ne suis pas sûr qu'on sera gagnant non plus là-dedans. En tout cas, si on y arrive, et j'espère qu'on est en train d'essayer de porter ça ensemble pour faire en sorte que c'est une chance d'arriver. Vous avez vu ma fille dans mes bras, moi, elle a 6 ans, c'est pour elle que je bosse, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, nous, on va avoir que du déceptif hein, sur notre durée de vie, a priori. Par contre, si on veut que nos enfants, nos petits-enfants, ils aient une chance là-dedans, il faut qu'on se bouge et qu'on y arrive. Mais en tout cas, malheureusement, les trajectoires climatiques aujourd'hui nous disent qu'on aura du changement climatique. Et ça ne sera pas neutre. Hein. Ça ne sera pas un petit peu plus de soleil l'été et des orangers qui vont pousser à la boule. Hein. Ça va être assez violent. Les trajectoires actuelles, parce que les trajectoires tendancielles mondiales, alors c'est un problème mondial le climat, hein, nous disent qu'on va vers des réchauffements en France, en Europe, qui vont être de l'ordre de plus 4 degrés après 2050. C'est énorme. C'est un changement d'air climatique. Hein. Plus 4 degrés en termes de météo, parce que climat et météo, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire, pour essayer de se forger les esprits, parce que c'est pas facile de se représenter ces évolutions, ça veut dire que l'été 2022, en 2050, sur une trajectoire de plus 4 degrés, c'est un été normal. Hein, tous les étés seront en moyenne comme 2022. Certains plus chauds, plus secs, d'autres peut-être un peu moins, mais en moyenne, c'est ça. Ça veut dire que c'est surtout des étés qui seront répétitifs. Je vous rappelle que 2022, on a fini tous, en tout cas les rivières, les nappes et les agriculteurs avec une inquiétude extraordinaire. Qu'est-ce qui serait passé si on avait 3 années de suite comme ça? On ne tient pas. En France, on ne tient pas. Donc voilà, il va falloir que les projets soient adaptés à ces questions d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, nous ici, moi je suis à Angers, hein, sur les questions de retrait-gonflement de l'argile, avec plein de problématiques qu'ils vont avoir, il faut que les éoliennes en tiennent compte, parce que si, avec leur gros socle en béton, l'argile il bouge autour et que l'éolienne à sa fesse, ça ne va pas marcher. Il faut que les questions d'agri-PV en tiennent compte, parce que c'est pas le tout de dire qu'un peu d'ombre pour le bétail, ça sera bon, parce que c'est-à-dire, si de toute façon, enfin, il fait meilleur à l'ombre d'un arbre qu'à l'ombre d'un panneau photovoltaïque. Hein. Ça sera quand même, ça c'est une vérité physique à laquelle on ne peut rien faire. Voilà. Donc il faut que les porteurs de projets montrent comment leurs projets aujourd'hui sont compatibles avec le climat qu'il y aura dans 50, dans 30 ans, sur leur durée de vie. Dans 30 ans, un champ d'éoliennes ou un champ photovoltaïque, et pour des questions d'urbanisme, ça peut être plus. Et ça pose des vraies questions, des vraies contraintes. Euh, Il y avait des questions, alors, enfin, une remarque assez longue de Nicolas Deruel en particulier sur est-ce que vous avez des expériences de collaboration acteurs énergie locaux et acteurs protection biodiversité dont nous pourrions nous inspirer? Je ne sais pas si Nicolas Deruel veut compléter un peu, préciser un peu sa demande. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Bah oui, c'est juste que nous, on est en train de prendre conscience de plus en plus de ça parce que il y a de plus en plus de friction, on va dire, entre les, les membres de nos mouvements qui sont plutôt, qui priorisent la biodiversité et ceux qui priorisent l'accélération de développer des moyens alternatifs de production d'énergie renouvelable. Et bah là, avec nos adhérents, on commence à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut mieux anticiper ça pour pas arriver sur ces questions une fois que les projets sont lancés, mais comment on travaille ensemble. Et on se rend bien compte qu'il y a certaines structures avec lesquelles ça paraît compliqué de travailler. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, comme on découvre, on est ouvert à des, des retours d'expérience qui nous aideraient à approcher les bonnes associations et qui nous diraient bah, comment est-ce qu'on peut travailler en bonne intelligence pour mener les deux objectifs de front, quoi.
Je sais pas si c'est clair. Si, mais c'est une question pas très facile parce que, comme on disait avant, moi, je connais pas de vérité sur les porteurs de projets. Bon, il y a des margoulins absolus, ça, c'est vrai, il y en a certains, mais c'est pas des grandes envergures, donc j'ai pas des noms forcément à citer. Par contre, dans les principaux opérateurs, honnêtement, il y a des fois, ils vont faire des projets super vertueux, très bien foutus, avec beaucoup d'écoute et d'attention. Et des fois, dans une autre région, un projet ni fait ni à faire, qu'on va aller dézinguer en contentieux, parce que c'est scandaleux. Et on ne peut pas dire que ce soit le nom de la boîte qui fait la différence. Donc je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. En revanche, je vous enjoins de vous rapprocher soit du niveau régional de FNE, qui va vous réorienter vers certains cas d'école vers certaines assos locales qui ont eu une bonne expérience à partager ou à Virage Énergie, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair qu'il faut, ou à Récit, enfin, ils ont sûrement des bons exemples qu'ils peuvent citer et qui peuvent vous inspirer. Moi j'ai une chose que je peux dire, parce que ce que vous avez dit, c'est exactement la raison d'être du projet ENR et Biodiv de FNE au niveau national qu'on va après territorialiser. C'est bien comment on réussit à faire cet arbitrage interne en tant qu'association de protection de la nature et de l'environnement, cet arbitrage interne entre la défense de la biodiversité et la défense du climat au final, parce que c'est bien ça qui nous intéresse dans les ENR. Hein. C'est pas de mettre le maximum de ENR parce qu'on veut que la lumière brille fort, c'est bien de protéger le climat en même temps et la biodiversité. Et il ne faut pas que ça soit incompatible. Dans les territoires, j'ai tendance à dire, quand on a des situations un peu de blocage comme ça, c'est de dire, c'est facile de dire non. Mais dans ce cas-là, sur un territoire que vous connaissez, à quel endroit vous recommanderiez un projet et de quel type? Faites l'exercice à la limite. Vous dites, OK, faites l'exercice. Si vous deviez mettre un champ d'éoliennes ou un champ de panneaux photovoltaïques, vous le mettriez où, vous qui voulez défendre les enjeux de biodiversité? À part la réponse, on fait que l'artificialiser, parce que sinon, celle-là, elle est possible, mais il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on est plus sur 40% de sobriété, on va être sur un peu plus, hein, et pas au même prix. Donc voilà, il faut savoir faire cet exercice-là. Si on dit non, dans ce cas-là, à quoi on dirait oui? Merci. Euh, Cette question sur la méthanisation. Euh, En Bretagne, donc, effectivement, il y a eu, je crois, enfin, aux rivières de Bretagne, enfin, un ensemble d'organisations environnementales qui ont demandé un moratoire carrément sur la méthanisation. Quelle était la position de FNE, alors FNE Bretagne, j'imagine, vous ne savez. Voilà, mais typiquement, c'est un autre cas d'école pour nous, c'est-à-dire FNE au niveau national est favorable à la méthanisation, moyennant que c'est une méthanisation, je vais dire, à taille humaine, entre guillemets, en tout cas qui permet d'avoir une agriculture qui soit vertueuse de façon sous-jacente et qui ne triche pas avec les cultures intermédiaires, qui ne triche pas, ah, voilà, qui triche pas. Mais après, quand on est au niveau régional, on rentre dans le jeu d'acteurs. Et le jeu d'acteurs agricole en Bretagne, vous le connaissez, et quand vous connaissez les problèmes de nitrate, les problèmes d'algues vertes, tout ce qui peut laisser à penser qu'on consolide le système existant, voire on amplifie, n'est pas acceptable. Et la Bretagne a une position qui est tout à fait différente de niveau national, mais j'ai tendance à dire à juste titre. C'est-à-dire, on a un plaidoyer national, mais si on considère que dans une région, la façon de mettre en œuvre la question de la méthanisation est dévoyée par rapport à notre plaidoyer, il est tout à fait légitime que la région Bretagne enfin que FNE Bretagne en tout cas, ait une position qui soit contraire, de dire nous, dans ces conditions, on s'y oppose et on demande un moratoire. Voilà, donc les fédérations sont libres quand même dans une certaine mesure par rapport au niveau national, à condition de pouvoir justifier le fait que ça soit différent dans la Bretagne enfin différent dans la région par rapport à ce qui se passe en moyenne au niveau national. Parce qu'à contrario, dans l'Est de la France, ça se passe bien. Sur la fin, peut-être que sur Pays de Loire, on n'a pas beaucoup de façades maritimes, mais on a quand même un deuxième parc éolien offshore qui va être qui est en projet. Sur les questions donc, qui étaient biodiversité et ENR, hein, nous, au niveau de FNE, on milite pour que les zones des parcs éoliens offshore soient des zones où il n'y ait pas de pêche ou alors une pêche à moindre impact, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, la superposition des activités
c'est-à-dire des nouvelles activités qui sont celles des ENR par rapport aux activités historiques comme la pêche, si on superpose, ça veut dire qu'on superpose des impacts. Or, en plus, on se demande si il n'y aurait pas un effet refuge lié aux fondations des éoliennes qui attirerait les poissons. Ça ne veut pas dire qu'ils se reproduiraient plus, ça veut dire simplement qu'on les concentre. Donc, si on concentre les poissons et qu'on les pêche en plus là, ça veut dire qu'on va augmenter l'impact sur la biodiversité. Donc, on milite pour avoir que les zones des parcs soient des zones, si possible, sans pêche, dans le cadre notamment du développement des ZPF, zones de protection forte, qui sont liées aux obligations de la France, aux engagements de la France d'avoir 10% de sa surface maritime en zone de protection forte, ou alors, à minima, avec des arts dormants, c'est-à-dire pas du chalut, mais des choses qui soient à moindre impact. Voilà, donc ça c'est des sujets qu'il va falloir défendre. Je ne sais pas si vous, à Virage Énergie, vous êtes un peu sur ces questions-là d'éolien offshore. Donc, je suis Michel Leclerc de PV. Euh, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas mal au niveau de l'exploitation de nos parcs. On a 3 parcs éoliens en exploitation. Est-ce qu'à distance, il y a d'autres Oui, je voulais poser des questions sur les relations qu'on pourrait avoir avec la FNE. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. On exploite 3 parcs éoliens citoyens, donc avec collectivités et citoyens. Et c'est vrai qu'on est assez sensible à ça. On développe d'autres parcs. On a 3 autres parcs dans le secteur en développement. Et on se pose la question effectivement de l'impact de nos installations comparativement aux autres impacts, notamment agricoles. Quel est en gros le pourcentage d'impact de l'agriculture par rapport aux ENR et en même temps, effectivement, la solution d'avoir une vision plus large d'un territoire où dire, tiens, là, on pourrait développer davantage d'ENR parce qu'il y a moins d'impact au niveau environnemental, ça serait intéressant. Mais ça veut dire une planification au niveau d'un territoire. Et c'est assez difficile parce que les communes se rejettent la balle et disent pas de ça chez moi, on ne veut pas de soucis. Alors, la question de la planification, on a commencé par là, ce débat, et puis on va finir un peu par là. On peut faire de l'évitement que quand on fait de la planification à une échelle suffisamment importante. Et au niveau d'un porteur de projet comme vous, avec enfin, même plusieurs projets, c'est déjà très tard et les marges de manœuvre en évitement, elles sont faibles. Je ferai remarquer que quand tout à l'heure Jean-Claude a présenté le creux, dans les objectifs du creux, c'est alors je ne me rappelle plus, je l'ai noté, mais c'est très bien, c'est régionaliser la PPE. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on nous demande de régionaliser la politique pluriannuelle de l'énergie qui n'est pas encore sortie. Donc en fait, aujourd'hui, la planification à la française, hein, c'est ce que Macron appelle l'écologie à la française, c'est de demander au territoire de définir les objectifs qui devront être fixés par la loi ultérieurement. Ça ne marche pas. Hein. Enfin, je veux dire, le grand problème, c'est qu'on rentre dans la constatation PPE cet été, qui va donner des résultats qui vont finir par donner des PPE régionalisés qui vont être faits en divisant par le nombre de régions, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement finalement. Et puis s'il y a un écart entre ce qui va être sorti de la PPE régionalisée et ce qu'auront fourni les creux et donc les zones d'accélération des collectivités, des intercos, il va falloir tout refaire. C'est quand même un petit peu absurde. On fait les choses complètement à l'envers. Donc, à la question comment on peut travailler avec FNE, je pense pas que on sera très sensible au fait que un projet doit être accepté parce qu'il est moins pire que si ça avait été un projet agricole ou autre chose. Les impacts différentiels, c'est un peu compliqué. C'est difficile à faire percevoir. En revanche, qu'à un stade assez amont, vous échangiez avec les associations naturalistes locales ou les associations d'environnement, FNE, LPO, locales, pour vérifier qu'il n'y a pas un enjeu patrimonial majeur qui doit être évité, ça permettra de ne pas se retrouver dans la situation du parc citoyen là, de Trans-sur-Erdre qui se retrouve gêné à cause du balbuzard pêcheur. Et ce qui est embêtant, parce qu'un parc citoyen, a priori, a beaucoup de vertus. Néanmoins, la question espèce protégée, si elle est patrimoniale, comme le sont beaucoup de grands rapaces, ça peut vite être bloquant. Donc, il faut déminer, dérisquer, ce qu'on dit, hein, c'est dérisquer d'un point de vue environnemental les projets le plus en amont possible. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec les assos qui ont une connaissance du territoire et qui peuvent, et dans ce cas-là, je renvoie à ce qu'on disait juste avant,
proposer les terrains qui sont les plus propices, parce que finalement, on sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, un des problèmes du développement des ENR, c'est que c'est des projets privés sur des terrains privés. On commence d'abord par trouver le terrain, puis après on fait le projet. Et donc là, il n'y a pas d'évitement possible puisqu'on a déjà le terrain et que c'est là que ça va se faire. Donc on est bien démunis s'il se trouve que sur cet espace-là, on a un enjeu biodiff qu'on n'avait pas envisagé, soit parce qu'on a des gîtes à chiroptères intéressants juste à côté, ou qu'on est sur le trajet d'un rapace patrimonial. Voilà, donc c'est tout ce problème d'accès au foncier, qui est un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui, parce qu'on n'a pas donné à ce projet qui est pourtant d'intérêt national la capacité à avoir accès à du foncier qui soit un peu plus collectivisé que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de solution très, très facile. Mais plus vous serez en amont en échange avec les assos de FNE et de LPO, plus vous serez capable d'identifier les risques qui sont surmontables ou pas et d'éviter d'aller trop loin dans un projet qui serait voué à des difficultés importantes. Mais c'est vrai que quand on construit le projet, notamment en mettant les mains de mesure et l'étude chiroptère, ça permet d'avoir une connaissance du terrain qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, c'est un peu C'est très le vrai. qui se meurt la queue, quoi. Oui, mais il y a toujours un inventaire préalable. De toute façon, on ne peut pas faire un projet sans qu'il y ait un inventaire préalable qui identifie, et comme l'a dit tout à l'heure le collègue de la LPO, qui identifie avec des études, avec des écoutes en altitude s'il y a des chauves-souris qui passent, s'il y a des. Enfin voilà, quoi. Donc ça, c'est la base de n'importe quel projet industriel. Si je peux compléter un petit peu, oui, justement, Benjamin d'Alpeo. Justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'on travaille avec le syndicat d'électrification Maine-et-Loire, c'est vraiment d'avoir toutes les zones en enlevant les servitudes. En fait, le boulot qu'on a fait, toutes les servitudes ont été enlevées, donc distance aux maisons, route, tout ce qu'on veut, faisceaux et compagnie. Il reste des petits patchs. Et ensuite, on a établi une méthode avec eux dans laquelle on a dit, ben voilà, vous avez, je sais pas, sur l'intercommunalité de Saumur, par exemple, il reste, je sais pas, 40 zones. Eh ben, on va les classer. Les zones qui sont vraiment problématiques en termes de biodive, on les mettra en noir. Celles qui sont problématiques, mais il y a peut-être moyen de regarder sur un petit bout, on va les mettre en rouge. Celles qui sont, il y a des enjeux, mais on pense que c'est pas rédhibitoire, on va les mettre en orange. Et celles où nous, on n'a rien, on les met en vert. Voilà comment on a procédé. Et là, on est vraiment sur de la planification à l'échelle d'une interco. Et les élus, s'ils l'ont fait, c'est parce que ils voulaient justement pas se retrouver dans des situations de combats locaux, de guerre de village, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, vous le savez comme moi. Voilà, pour avoir ces choses-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet évitement et d'orienter vers les zones les moins gênantes. Et là, on en revient vraiment à ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire d'avoir un regard à une échelle suffisamment importante. Et ça rejoint aussi les citoyens, parce que pour moi, voilà, c'est la collectivité, que ce soit les associations de citoyens ou les élus, ou les deux même, qui voilà, devraient orienter, faire des appels à projets. Voilà, ça sera telle zone, parce qu'elle est verte, parce qu'elle est orange, sachant qu'on a déjà les données. Alors, il y aura des choses qui apparaîtront dans l'étude d'impact, c'est évident, mais on a déjà assuré le gros de l'évitement. Et surtout, il n'y a pas d'argent qui a été investi dans un truc qui, de toute manière, va aller, même si ça aboutit, au mieux, ça créera des grosses crispations et en plus, il y aura un effet et on mettra 10 ans, 12 ans du Conseil d'État, c'est ouais, 10-12 ans quoi, de contentieux. Donc, c'est sans fin. Voilà, donc c'est vraiment cette logique-là. Alors, nous, on l'a fait sur la plupart des intercos de Maine-et-Loire. Il faudrait arriver à le faire ailleurs ou trouver d'autres démarches. Et la FNE est vraiment largement légitime sur ces questions-là, évidemment, quitte à déployer les mêmes méthodologies. Moi, je pousse notre syndicat d'électrification pour aller voir les collègues dans les autres départements là-dessus, quoi. Ouais, et je trouve que c'est intéressant. Effectivement, ça, c'est une bonne démarche. Il faudra penser à l'associer. Je pense que c'est un exercice à faire après les ZA avec les collectivités pour identifier s'il n'y a pas de l'habitat diffus qui, en fait, préempte une grande zone en termes d'exclusion réglementaire qui pourrait être libérée avec un petit peu d'exercice de relogement, quoi. Et ça, en France, on est gêné par rapport à ça, notamment pour l'éolienne, hein. C'est-à-dire qu'on a on a beaucoup d'habitats diffus, de petites fermettes qui sont des fois même plus des exploitants, qui bloquent des grands espaces qui ne seraient pas inintéressants pour le coup pour mettre des éoliennes, et on n'a pas de moyens collectifs pour aller contre. Et il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Alors, à FNE, nous, on milite pour qu'on puisse on puisse travailler là-dessus, mais pas que ce soit le porteur de projet qui le fasse. On ne veut pas que ce soit le porteur de projet qui puisse faire de l'expropriation foncière. Et on travaille aussi parce qu'il y a d'autres zones d'exclusion qui sont très, très euh, enfin, qui rendent difficile l'implantation des projets, notamment les radars militaires. Aujourd'hui, les zones d'exclusion des radars militaires sont beaucoup trop importantes, à 70 km.
Donc ça, c'est pareil. On faut faire en sorte qu'aujourd'hui, les espaces militaires, qui sont généralement soit, alors, les radars militaires, c'est des gros trous hors espace sur Terre, ou les zones militaires en mer, puissent faire un effort pour le développement des ENR, beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Elles sont très peu mises à contribution. J'ai une petite question là, parce que le fait de désigner des zones comme ça, mais est-ce qu'on tient compte s'il y a du vent ou pas à cet endroit-là? Je pense que le porteur de projet regarde ça parce que c'est quand même le productible à la base. Donc, effectivement, c'est le croisement entre ce qui est possible d'un point de vue réglementaire, ce qui est accessible d'un point de vue foncier, et là où il y a du productible. Donc, productible, du solaire ou du vent dans le cas de l'éolien. Donc, oui, on fait ce croisement-là, mais derrière, il y a des arbitrages. Enfin, vous voyez bien que dans certains cas, alors peut-être pas chez nous, mais dans certaines zones en France, quand vous avez des éoliennes qui devraient être toutes sur la ligne de crête, parce que c'est là où il y a le plus de vent, bah, finalement, elles ont été un petit peu baissées pour qu'elles s'intègrent mieux dans le paysage. C'est-à-dire, on perd du productible, et puis voilà, quoi. Mais oui, le promoteur, le porteur de projet, lui, il voit que la rentabilité du projet. Hein. Si le projet, il perd des sous, il va pas le mettre, enfin, il mettra pas des PV dans une cave, ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ils sont toujours en train de pleurer en disant qu'ils ne peuvent rien faire pour la biodiversité parce que ça va leur coûter trop d'argent sur le rendement de leur projet jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le juge où tout d'un coup, là, ils sont beaucoup plus souples. Oui, je voulais juste signaler mon existence. Je suis Valérian Poyot, je suis arrivé à FNE Pays de la Loire le mois dernier sur les questions énergie. Donc, je suis chargé de mission sur les questions énergie. Donc, je me ferai un plaisir d'exploiter les suites de l'échange de ce soir et n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On a fait un bon tour d'horizon. Et euh, voilà. On te remercie beaucoup, Nicolas, pour l'animation de cette soirée et pour ces Avec échanges qui plaisir. ont été très intéressants, je Et puis moi, trouve. je trouve ça super d'avoir ce moment d'échange entre Interasso. C'est vraiment Ouais, riche et c'est une très belle initiative que vous portez. Et je vais aller voir si mes enfants dorment. ouais. Voilà. Eh bien, bonsoir à tout le monde alors. Et Salut. puis, à la prochaine. Au revoir.